et bienvenue sur Oseras-tu, le podcast. Nous sommes Manon et Sébastien. Après plusieurs années de salariat dans des domaines très différents, nous avons choisi de chambouler nos vies et de tout changer. Aujourd'hui, nous accompagnons les personnes audacieuses à exprimer cette partie d'elles-mêmes pour qu'elles osent, elles aussi, changer leur vie à leur façon. Seuls, à deux ou avec nos invités, nous allons te partager des parcours inspirants, des retours d'expérience et aussi plein d'astuces et d'idées pour t'aider à oser réaliser tes projets et vivre la vie qui t'épanouit. Tout ça dans la joie et la bonne humeur, alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Salut Lingen. Salut. Salut Manon et Sébastien, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir répondu présent parce que c'est vraiment un honneur pour nous de te recevoir aujourd'hui sur notre chaîne parce que on a une relation un peu particulière avec toi parce que mine de rien, tu es notre coach à nous. Tu es notre coach depuis bientôt 1 an maintenant. Et donc ça, c'est par l'intermédiaire de ton entreprise Coach en Mission dans laquelle tu accompagnes les coachs à vivre sereinement de leur activité. Et à côté de ça, tu es formateur, tu es écrivain, tu es papa d'une petite fille qui s'appelle Evie et puis tu es marié donc à Marina. Donc ça, je le dis parce que je sais que la famille, c'est quelque chose d'important pour toi. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui se ressent avec Coach en Mission parce qu'avec toi, on a un peu le sentiment d'avoir trouvé notre family business, quoi. Donc bref, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui dans un contexte un peu particulier pour toi parce que après une vie parisienne, tu t'apprêtes à déménager avec ta famille en Alsace. Donc un gros changement de vie. Donc ça, on aimerait t'en parler aujourd'hui. Avec plaisir. Et avant ça, c'est vrai qu'on voulait revenir un petit peu sur ton parcours initial pour que les gens puissent te connaître un peu mieux, ceux qui ne te connaîtraient pas et qui nous écouteraient aujourd'hui. Ouais, donc on te laisse la parole pour te raconter un petit peu ton histoire et puis parce que les gens ne te connaissent pas forcément. Mais... Bon, en tout cas, encore une fois, je suis très content d'être là. Je pense que c'est la première fois que je suis interviewé par 2 personnes. Je suis limite un peu impressionné, ça me touche. Je me sens honoré et précieux et donc merci pour ça. Alors moi, ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis entrepreneur. Je me suis lancé suite… donc j'ai vécu un drame, c'est que ma mère est décédée suite à une opération et j'ai dû me retrouver à m'occuper de mon père qui avait 80 ans à l'époque et qui était semi-autonome. Du coup, j'étais fier d'avoir mon master en économie, mais en fait, il fallait que je reste à la maison pour m'occuper de lui. Alors, heureusement que j'avais fait un stage en e-commerce à Shanghai à ce moment-là, que j'avais découvert le web marketing. On parle d'il y a 12-13 ans maintenant. Donc, c'était le début. Et en fait, ça m'a permis d'exprimer en moi tout plein de potentiel que j'aurais jamais découvert avant. Avant, moi, je croyais que je voulais être fonctionnaire, que je voulais travailler dans des grandes entreprises en tant que salarié. Et ça aurait été bien, je pense que j'aurais été heureux, hein. Sauf que ce que je n'avais pas compris, c'est que j'avais une part de moi qui était très créative, très entreprenante, qui aimait prendre quelques risques, qui aimait l'idée, qui aimait aider les gens. Et ça, heureusement que le business m'a permis de voir ça. Donc, moi, j'ai commencé à lancer un blog pour partager ce que j'apprenais, ce que je découvrais sur le web marketing. Puis, j'ai commencé à aider les gens à vivre de leur blog. À chaque fois que j'ai réussi à faire quelque chose, j'ai voulu aider les gens sur ça. Puis, je me suis lancé en tant que freelance. Et donc, j'ai voulu aider les gens aussi à développer un business de freelance. Puis, j'ai vendu des formations en ligne. Et puis, du coup, j'ai voulu aider les gens à vendre des formations en ligne. Et maintenant, je suis coach. Quand je suis devenu coach et que j'ai découvert à quel point c'était formidable, j'ai voulu aider les coachs. Et du coup, ça a toujours été mon fil conducteur d'aider les gens à découvrir ce que j'aime, ce que je vois, un peu comme des amis en fait. Donc, quand tu as un film que tu kiffes, une musique que tu kiffes, tu partages. Et puis, j'espère apporter de la valeur en faisant ça. Aujourd'hui, on a une équipe de 4 personnes dans l'entreprise. Ça fait 3 ans qu'on est spécialisé auprès des coachs. Et voilà, notre passion, c'est vraiment d'aider les coachs à développer leur business parce que ce que je crois, c'est qu'on vit dans un monde où il y a de plus en plus de solitude, il y a de plus en plus de peur, de croyances limitantes créées par un excès d'informations et des problèmes de communication.
Donc, non seulement si je peux contribuer en tant que coach, c'est déjà pas mal, mais si en plus je peux aider d'autres coachs à aider d'autres personnes, bah, ça, c'est génial. Et comme je maîtrise maintenant le marketing et la vente, bah, c'est des choses que j'aime. Donc, c'est ce que j'apporte à tous les coachs qui veulent développer leur business. Super présentation en tout cas, je pense que c'est bien complet. Moi, ce que j'aimerais te demander, c'est quand tu as commencé à te lancer dans l'e-commerce, euh, quelles sont les difficultés un petit peu que tu as rencontrées? Comment tu t'es un peu adapté? Parce que c'était il y a quelques temps et c'était quand même quelque chose de nouveau. Donc, je suppose que tu as eu des petites barrières, des petits freins et toi-même, tu as eu peut-être des trucs que tu n'arrivais pas à faire au début, etc. Qu'est-ce qui tu pourrais en retenir de ce passage-là où c'était un peu une découverte pour toi au final? Ouais. Bah moi, ma plus grande force, c'est aussi ma plus grande faiblesse ou l'une de mes plus grandes faiblesses, et c'est souvent comme ça. Ma grande force, c'est mon enthousiasme, mon optimisme. Quand je vois quelque chose, bah, je suis comme un gamin en fait. Ouah, c'est trop bien. Donc, quand j'ai découvert qu'on pouvait développer un business sur le web, faire du e-commerce, à l'époque, j'étais à Shanghai. J'achetais des montures de lunettes à littéralement 1 euro, alors qu'en France, ça se vendait des centaines d'euros, tu vois. Et j'étais en mode, oh, trop bien, je vais en acheter plein, je vais envoyer à ma sœur et elle va faire. Puis, sauf qu'il y a plein de trucs bien, donc je suis passé à autre chose et je suis passé à autre chose. Donc, je me suis un peu dispersé parce qu'il y avait plein de choses que j'aimais. Et en même temps, c'est ce que j'essaye aussi d'expliquer aux clients qu'on accompagne, c'est que on a besoin aussi de passer par une phase de découverte où on est un peu perdu, dispersé. Ça fait partie du jeu. Donc, ma plus grande difficulté, ça a été de canaliser mon énergie, d'être focus, de ne pas vouloir faire 10 000 choses en même temps et puis d'être aussi un chef d'entreprise. C'est-à-dire que moi, je faisais les choses sans trop réfléchir à la marge, je ne calculais pas, donc je ne calculais pas mon temps et je n'étais pas très intentionnel. J'étais vraiment comme un enfant, tu lui donnes une craie ou un ballon de foot dans une cour de récré et il va dans tous les sens. Donc de loin, tu peux dire, ouais, c'est cool, c'est un enfant dynamique, joyeux, qui est très sociable avec les gens. Sauf qu'en fait, juste ça, ça ne t'amène pas à atteindre tes rêves. Juste ça t'amène juste à être OK, énergique, mais tu ne gagnes pas une Coupe du Monde. Tu n'es pas champion olympique en faisant ça. Tu vois, donc c'est là où j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années à canaliser mes envies, à être focus et à enfin faire décoller mon business. Quand tu parles de rêves, Lingen, est-ce que ces rêves-là, tu les as toujours eus? Est-ce que ça se construit? Il y a un fil de conducteur que j'aimerais avoir dans cette interview, c'est un peu quelque part la question du choix. Et donc, ça me fait penser au tout départ. En fait, je me souviens avoir entendu que tu avais dit que finalement, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que tu n'avais pas choisi, qui t'avait été plutôt imposé. Ce que j'avais trouvé intéressant, parce que généralement, c'est plutôt la démarche inverse. En tout cas, dans notre entourage, c'est plutôt ça. C'est les personnes qui en ont marre de leur boulot et qui se disent, bon, allez, je vais me lancer, je vais être mon propre patron et tout ça. Donc là, il y avait cette question du choix à ce moment-là. Et quand tu parles des rêves, bah, quels étaient tes rêves à toi quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Ouais, merci pour cette question parce que ça me fait aussi réfléchir. Alors, effectivement, dans mon paradigme, la famille et dans ma culture chinoise, au décès de ma mère, j'avais pas d'autre choix que de m'occuper de mon père. Alors, on a essayé d'avoir une nourrice, de le mettre en maison de retraite, mais quand on est revenu en France, il parlait pas bien français, donc lui, il voulait pas être en maison de retraite. Et pour moi, il n'y a pas de question, tu laisses pas ton père de 80 ans sans l'aider. Maintenant, en réalité, j'ai quand même eu le choix. J'aurais pu le forcer à aller dans une maison de retraite et accepter qu'il soit malheureux. Donc, pour moi, à ce moment-là, je n'avais pas le choix. Mais en réalité, c'était quand même un choix. Mais je suis très contente d'avoir eu ça parce qu'en fait, si j'étais rentré dans le monde du salariat, j'aurais eu mes 3 000 à 4 000 euros net par mois, mes congés payés. Et en fait, ça aurait été extrêmement dur pour moi de sortir de ce confort-là, je pense. Parce que finalement, des gens comme vous, c'est hyper courageux. Je ne sais même pas si j'aurais eu ce courage. Parce qu'une fois que tu es dans une prison dorée, si tu vis pas un traumatisme, comme malheureusement beaucoup de gens qui font des burn-out, ben, finalement, voilà, tu ne changes pas. Donc, est-ce que j'ai eu le choix ou pas? En tout cas, je crois en une chose, c'est qu'on a notre propre responsabilité, que on ait le choix ou pas, on a toujours un moyen on a un moyen de contrôler notre avenir.
Donc, ouais, finalement, je suis très content d'avoir fait ce choix que j'aurais pas osé faire finalement peut-être tout seul. Ou pas tout de suite, peut-être plus tard, qui Pas tout sait. de suite, tu as raison. Mais tu vois, là, je me dis aujourd'hui, nous, on accompagne beaucoup de parents. Mais je me dis, si, parce que pour moi, valeur famille est hyper importante. Je suis marié, j'ai un enfant, on a des besoins financiers. J'admire vraiment les mamans qui lancent un business alors que, ils ont la famille, etc., etc. Les mamans et les papas, d'ailleurs, c'est pas facile. Donc, ouais, j'aurais peut-être pas lancé, j'aurais lancé plus tard, mais le plus tard, je l'aurais peut-être procrastiné, tu vois. Quelquefois, tant que tu n'as pas assez de douleur, tu restes, quoi. Et comme je suis quand même plutôt optimiste, j'aurais peut-être eu tendance à dire, oh, ce job, je l'aime pas, mais je devrais être reconnaissant et avoir de la gratitude, nanana, nanana, et je Mm. sais pas. Franchement, j'aimerais te dire, tu vois, ouais, je suis un mec fort, moi, courageux, je me serais lancé. Je suis même pas sûr, hein. Et du coup, je suis hyper reconnaissant parce que quelquefois, tu vis des choses dont tu es victime un peu, hein. Ben, c'est quand même une ouverture et une opportunité pour quelque chose de génial. C'est intéressant ce que tu dis sur la question du sentiment de culpabilité qu'on peut ressentir quand on a un boulot correct, quoi, finalement. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti, je me souviens. Parce que je me disais vraiment, j'ai pas à me plaindre, en fait. Ouais. J'ai pas à me plaindre, j'ai des super collègues, c'est un boulot, ça va, je prends mes vacances quand je veux, je suis bien payée, j'ai une certaine prestance sociale et tout. J'ai pas le droit de me plaindre. Et c'est vrai que moi, en l'occurrence, j'ai pas vécu un gros traumatisme, comme tu désignes, un burn-out ou quelque chose comme ça. Mais c'était plutôt une question d'aspiration qui était pas suffisamment nourrie et qui, avec les années, le temps passe et tu te dis, ça va être ça ma vie. Et moi, ça a été ça mon moteur pour changer, en tout cas. Donc, Ouais, c'est comme quoi, hyper courageux, franchement, et bravo pour ça. merci. Moi, j'avais juste une autre question par rapport à ton histoire. C'est quand tu as commencé à te lancer dans l'e-commerce, au bout de combien de temps tu as commencé à avoir les fruits de ce que tu as donné? Parce que forcément, si ça ne marchait pas, qu'est-ce que tu aurais fait? Au bout de combien de temps ça a marché? Parce que du coup, tu n'avais pas vraiment d'option. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tout de suite, ça a bien marché? Du coup, ça t'a motivé à continuer? Ou est-ce que peut-être que tu as galéré pour un peu que les gens se savent un petit Non, peu? moi, ça n'a pas tout de suite bien marché du tout, du tout. Et je pense que c'est très rare les entrepreneurs qui réussissent d'un coup. Et c'est pour ça que j'essaye d'apporter à nos clients de comment ne pas galérer pendant 6 7 ans comme moi, hein, parce que évidemment qu'on peut aller plus vite que 6 7 ans, mais c'est complètement faux de penser que tu peux réussir comme ça en 1 ou 2 ans. Euh, et quand bien même tu réussirais, parce que en fait, tout est possible, tu vois, tu peux gagner de l'argent assez rapidement. Si tu n'as pas le mindset et la structure et vraiment les reins solides et le bon mindset, ça peut s'écrouler aussi rapidement en fait. Je l'ai vu et en soi, c'est pas grave parce que tu peux te reconstruire après. Mais je crois vraiment que, tu vois, pourquoi on mettrait 5 ans à avoir un master pour devenir un bon salarié et on mettrait 6 mois à devenir un bon entrepreneur? Tu vois, c'est juste pas possible. Maintenant, ce qui est difficile, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, ouais, faut vivre, faut payer ses factures. Donc, c'est pour ça que parfois, moi, j'ai été freelance, j'ai même été salarié, hein, je vous ai fait la version courte, mais j'ai même été salarié par certains moments, surtout quand mon père est décédé, en fait, quelques mois après, je me suis, j'allais dire, je me suis remis à mon compte. Je me suis remis dans le schéma classique de notre société. Je suis redevenu salarié. Par contre, je continuais à créer un business le soir et le week-end et à un moment donné, j'en pouvais plus parce que même si mon job, il était vraiment génial, j'étais en mode non, mais j'ai envie de plus et je veux faire plus. Donc, pour répondre à ta question, moi, je pense que pendant 2 3 ans, je gagnais maximum 500 1000 euros par mois. Mais à l'époque, je vivais un peu en Chine, puis en France, je vivais dans un HLM et mon père avait une petite retraite et j'avais une vie assez simple. En tout cas, toutes mes dépenses étaient autour d'acheter des outils pour développer mon business. Je partais pas forcément en vacances, j'avais pas de voiture, j'avais pas des goûts de luxe, j'allais pas beaucoup dans des gros restaurants et trucs comme ça. Parce que j'étais tellement passionné par le business que le reste ne m'intéressait pas tellement, quoi. Donc, non, moi, j'ai mis 7 8 ans à générer 30 000 euros par an.
Et heureusement que je me suis marié, que je suis devenu papa, parce que c'est ça qui m'a permis de passer des étapes, tu vois. Parce que là, c'est en mode, bah avant, c'était à l'arrache, tu n'avais pas d'argent, tu empruntes à tes amis, tu empruntes à ton frère. Là, c'est fini, en fait. Les enfantillages, entre guillemets. Là, tu vas avoir une famille. C'est fini de faire souffrir ta femme, de la faire pleurer parce que les fins de mois sont difficiles. Bah, je me suis repris en main et là, j'ai commencé à faire les choses sérieusement. Et c'est au départ un peu moins plaisant dans le sens où bah avant, je voulais faire 10 trucs, maintenant, il faut que je sois focus. Mais la joie de bien faire ce que tu fais parce que tu es focus et d'apporter de la valeur à des gens parce que maintenant, maintenant que tu fais bien les choses, bah, tu peux plus aider, d'avoir un peu de commencer à avoir une équipe, de moins travailler et de pouvoir payer des vacances et de permettre à mon épouse pendant 1 an de ne pas travailler pour s'occuper de notre fille Evie grâce à l'argent que je générais, bah, ça, c'est juste génial. Donc, je suis sorti un peu de cette adolescence entrepreneuriale, tu vois, et je commence à être un jeune adulte aujourd'hui, mais ça a mis 12 13 ans pour moi, en tout cas. Donc, je souhaite que pour les gens, ça mette moins de temps. Et peut-être, je me permets juste de terminer. Pourquoi aujourd'hui, j'aime autant le coaching? Parce qu'en fait, moi, ça a changé quelque chose, ça a créé un déclic. Comme il fallait que les choses changent vite et que je voyais que j'avais des challenges, notamment par rapport à ma relation à l'argent, je me suis fait coacher et je me suis rendu compte qu'en me faisant coacher quelques mois, bah, en fait, je déconstruisais des choses que j'avais des problèmes que je ne savais même pas avoir. Il y avait des angles morts dans ma vie que je ne voyais pas. Et heureusement que j'ai été coaché parce que j'aurais jamais pu sortir de cette situation-là par moi-même, en fait, juste en lisant des informations. Parce que quand tu fais des recherches et quand tu te formes sur Internet, il y a un biais de confirmation. Tu penses que tu as besoin de ça, tu cherches ça, donc tu te formes dans ça. Mais tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est pour ça que heureusement que j'ai été accompagné et que j'ai été coaché. Et c'est ça qui m'a permis de passer des caps. Ça introduit un peu la prochaine question que je voulais te poser, c'est comment tu es passé de la posture de consultant, puisque tu es un peu consultant pour les sites internet, etc., à coach? Parce que c'est pas la même chose quand même. Donc il y a quand même un changement. Il y a eu un moment, il y a eu un changement. de posture. Voilà, et comment ça arrive? T'en as un peu parlé, je pense, mais tu peux développer un petit peu, Ouais. parce que ouais, c'est quand même différent. Ouais. Bah, comme d'habitude, j'aime beaucoup tes questions, hein, Sébastien, parce qu'en off, tu me posais souvent des questions comme ça et du coup, je voulais… voilà, cette question-là, je n'avais jamais pensé, mais quand tu me la poses là, je me dis qu'en fait, moi, j'ai toujours été coach sans le savoir. Je pense qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te former au coaching, tu ne peux pas devenir coach. Tu l'es ou tu ne l'es pas. Et en te formant et en développant ton business, tu affines et tu améliores. Moi, tout petit déjà, quand mes parents se disputaient, je pense que j'avais un certain plaisir, je mets des guillemets, à juste observer, tiens, pourquoi ils se disputent? C'est quoi l'origine de ça? Il s'est passé quoi avant? Comment je pourrais résoudre ça? Pourquoi il réagit comme ça? Pourquoi il réagit comme ça? Qu'est-ce que je pourrais dire, faire pour que ça se résolve? J'étais genre passionné de ça, quoi. Et j'étais déjà dans le développement personnel, en fait. J'étais dans le développement personnel. Alors, un truc que je ne maîtrisais pas encore et que j'ai compris par la suite, c'est le pouvoir du questionnement plutôt que de dire fais ci, fais ça. Ah, si j'avais su ça, j'aurais pu… Waouh, tu vois, j'ai jamais pensé, mais je pense que dans ma famille, ce serait beaucoup mieux passé, quoi. Parce que moi, j'ai essayé de leur dire fais pas ci, fais pas ça, mais j'avais à peine 14 15 ans. Hein. Moi, j'ai compris la vie, je vous ai observé. Non, non. Donc, par contre, ce que j'avais, c'était de la curiosité, c'était de l'empathie, c'était une réelle envie de comprendre. Tu vois, quand j'y pense, j'étais rarement dans le jugement et pourtant, j'en ai eu des occasions. Tu vois, c'était en mode, ça, ce que tu as fait, c'est mal, mais ce n'était pas tuer quelqu'un de mauvais. Il n'y a pas de mon père était gentil, ma mère était méchante, tu vois. Et j'ai toujours été dans cette analyse, cet amour, cette empathie qui est certainement liée aussi à mon éducation et à ma foi. Et je regardais, j'observais. Donc, quand j'ai commencé à grandir, j'ai toujours voulu aider les gens, même à l'école. Et quand j'ai découvert qu'en fait, il y avait un métier où tu pouvais faire ça, ah oui, un autre truc qui est hyper bizarre et que tu ne peux pas apprendre, c'est que moi, je kiffe écouter les problèmes des gens. Vous êtes un peu pareil ou pas?
C'est-à-dire il y a des gens, tu leur parles de problèmes, ils sont gênés. D'ailleurs, par exemple, si quelqu'un se met à pleurer, elle va souvent vous dire, ah, je suis désolé de pleurer. Moi, je suis en mode génial, vas-y, lâche-toi, tu vois. Je sens qu'il y a quelque chose qui bouge et j'ai Mm. envie de t'aider, j'ai envie de Maintenant que tu contribuer. avances, ouais. Mm. Ouais. Et du coup, j'ai toujours été coach. Et quand j'ai appris qu'en posant quelques questions plutôt qu'en donnant des conseils, quand j'étais juste consultant, c'était plus efficace parce que ça venait d'eux, ça cheminait d'eux-mêmes et que ça les responsabilisait. Ben ouais, j'ai commencé à kiffer. Donc, pour répondre à ta question, j'ai vraiment découvert le coaching en me faisant coacher, en lisant un livre qui s'appelle Profession Coach aussi. Et j'ai commencé à coacher aussi parce que j'avais aussi une base de clientèle où on avait un programme de groupe. Donc, je commençais à tester, tu vois. Autre chose que je commençais à tester aussi, c'était plutôt que quand on était en groupe, plutôt que répondre aux questions des gens et dire aux autres, tiens, vous en pensez quoi? C'est quelquefois, tu ne sais pas quoi répondre, tu dis, bon, je vais demander aux autres. Et en fait, tu te rends compte que c'est peut-être même mieux que si tu avais répondu. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, cette posture de consultant où il faut que tu vives ça et que tu expérimentes ça et que tu maîtrises ça pour aider les gens, bah, d'une, c'est trop lent, ça ne m'intéresse pas. Moi, je n'ai pas envie d'attendre d'être… je ne serai jamais footballeur professionnel. Donc, moi, je veux aider les footballeurs professionnels et je veux le faire même sans l'être, tu vois. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert aussi que beaucoup de problème dans notre vie, il était lié à notre mindset. Et ça, en tant que consultant, tu ne peux pas creuser dans ça. Tu vois, tu as un problème avec ton marketing? Ah, bah, c'est très simple. Tu publies une vidéo par jour, tu fais ça, nanana, et la personne ne fait pas. Pourquoi? Pas parce qu'elle est paresseuse, parce qu'il y a des peurs et des croyances limitantes. Et via le coaching, je peux m'adresser à ça. Mais si ma seule solution, c'est fais ci, fais ça, je te donne un plan d'action et juste exécute, bah, je me rendais bien compte que c'était très peu efficace. Donc, voilà, je me suis passionné et c'est là où je me suis rendu compte que ma passion pour le web marketing et l'entrepreneuriat rejoignait une passion que j'avais depuis tout petit pour le développement personnel. Et en fait, bah, aujourd'hui, je fais la jonction des deux et je kiffe, quoi. J'aide les gens sur la partie marketing, mais je les fais travailler sur leur mindset. Ouais, c'était une longue réponse à ta question parce que ça m'a inspiré. Moi, je voulais juste rajouter un truc. C'est vrai que ça me parle ce que tu dis par rapport à ton enfance, quand tu posais des questions et t'intéressais aux problèmes des gens, parce que c'est totalement ce que moi j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Au lycée ou même au collège, j'étais tout le temps en train d'essayer d'analyser les problèmes des autres et je me posais des questions, savoir bah, pourquoi il dit ça, pourquoi il fait pas ça, etc. Donc, du coup, ça me parle beaucoup ce que tu dis, donc c'est top. Ouais, ouais, ça se sent parce que tu vois, quand on est en présentiel, quand on s'est rencontrés, quoi, même quand on était ensemble et que tu me posais des questions, Sébastien, on voit bien que ces questions-là, tu ne peux pas les apprendre dans un livre. On voyait en toi qu'il y avait un réel intérêt et puis il y a aussi le courage de poser certaines questions, tu vois. Donc, quand tu me les posais, je sentais bien que ce pas des questions que tu avais appris quelque chose. Il y a quelque chose d'inné. Par contre, il y a quelque chose que parfois on a plus de mal à s'autoriser à faire, notamment, en tout cas, je l'ai constaté chez les femmes, c'est le courage de poser des questions, même quand on a envie de poser des questions, parce qu'il y a peut-être un peu plus cette peur de décevoir, de « ah, je suis trop brusque », etc. Bon, les hommes ont d'autres problèmes, c'est que quelquefois ils sont pas, ils s'en fichent carrément. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Et en tout cas, voilà, je pense que on peut pas apprendre à devenir coach, on l'est ou pas, mais on peut apprendre à s'améliorer. C'est intéressant ça aussi ce que tu dis parce que en fait toi tu as un peu changé notre perspective vis-à-vis du coaching parce que nous pour le coup on sort d'une école de coaching, on est coach certifié, on a notre titre RNCP, etc. Et quelque part on a appris le moule du truc quoi. Et à ton contact on a commencé à déconstruire ce qu'on avait appris pour le faire plus finalement à notre sauce. Et nous reconnecter, je pense, à cette partie-là du coach en nous dont tu parles très bien. Donc Ouais, c'est quelque chose que par exemple, vous ajoutez ou vous modifiez quoi par rapport à ce que vous avez appris? on se détache un peu des protocoles, en Ouais. fait. Parce que les protocoles, on ne peut pas les calquer, enfin, en notre sens, on ne peut pas les calquer comme ça dans toutes les situations. Parfois, ça va pas. Ça colle pas. Ouais, c'est trop normé, c'est trop les Yeah. questions, il y a un enchaînement, tout est presque prédéfini. Et au final, bah, il n'y a pas de place à la spontanéité et justement à ces questions-là. Et moi, je me suis senti tout de suite un peu bloqué rapidement parce que ça ne me plaisait pas d'être vraiment enfermé par rapport à ça. Et c'est vrai qu'à ton contact, on a vraiment pu libérer ça. Donc, ouais, ça, c'est top.
Ouais, c'est vraiment quelque chose que tu as pu nous apporter, justement, le fait de sortir Et de l'école, et quoi. ça fait du bien aussi de pouvoir être Ouais. plus naturel. Plus Et je pense soi-même, quelque part, dans notre façon de coacher. Mm. c'est ça, et je pense que la clé, de toute façon, les meilleurs, l'entrepreneuriat, c'est quoi à la base? C'est répondre à des problèmes en se faisant rémunérer. Et tu vois, c'est comme vous le dites, si le protocole répondait aux problèmes de la meilleure manière, bah, fais-le, tu vois. Mais si ce problème-là mérite d'autres angles, d'autres outils, d'autres réflexions, d'autres expériences, d'autres expertises, bah, on n'est pas là pour exercer un métier, on est là pour apporter de l'aide à la personne en face de nous. Et tout ce qui est en notre pouvoir et qu'on peut utiliser pour aider l'autre, bah, pourquoi s'interdire de le faire, tu vois, tout en respectant un minimum d'éthique, évidemment, et de bon sens. Mais ça va de soi, encore une fois. Mm. Tu voulais poser Non, une non, question? c'est bon. Moi, il y avait quelque chose que je voulais te poser comme question, c'était revenir un peu sur ce que tu disais sur le mindset. Si tu devais donner un pourcentage de l'importance du mindset dans le développement de l'entrepreneur, enfin, en tant qu'entrepreneur, toi, tu mettrais combien Ouais, comme pourcentage? j'avais bien réfléchi à cette question, elle est hyper intéressante. Je pense qu'au début, elle est de 100% parce que ce qui est le plus dur, c'est la décision. C'est je décide de quitter mon job et d'y aller sans savoir vraiment comment ça va marcher. Donc, au début, le mindset, c'est 100% parce que sinon, sinon, on pourra prendre une telle décision qui n'est pas totalement rationnelle en réalité, en tout cas dans la société dans laquelle on vit. Puis, je pense que le mindset, c'est du 50-50 au début, quoi, c'est les premières années. Mais plus tu développes ton business, plus tu commences à avoir une équipe, plus tu commences à avoir une vision et des objectifs élevés. Et plus là, le mindset, c'est 90% parce que à un moment donné, ton truc, il tourne. De toute façon, que tu le veuilles ou pas, tu pourrais presque partir en vacances. Donc, si tu veux aller à l'étape d'après, il faut te challenger. C'est ce que j'aime bien chez Gary Vaynerchuk. Ce qu'il dit, c'est que lui, il se réveille chaque matin en se disant comment je peux concurrencer ma propre entreprise, tu vois. Comment je pourrais, c'est quoi les points faibles de mon entreprise? Et si je devais être concurrent, je détruirais ma propre entreprise en essayant d'attaquer ça, ça. Mais ça, ce genre de réflexion, c'est que du mindset à un moment donné. Donc, moi, je pense qu'au début, c'est 100%, puis après, ça tombe à 50% parce qu'il n'y a pas que le mindset. Hein, à un moment donné, c'est de l'action, même si tout est lié. En réalité, tout est mindset. Mais à un moment donné, la discipline, la rigueur, le fait d'exécuter même sans trop réfléchir, je dirais que ça représente 50%. Et puis, plus le business avance, plus c'est du mindset. Et c'est pour ça que parfois, c'est difficile pour les coachs parce que les coachs sont beaucoup dans la réflexion. Et ils aimeraient que ce soit 90% de mindset. Je parle des coachs. Les autres ont d'autres problèmes. Mais les coachs, ils aimeraient être 90% dans le mindset. Sauf qu'à un moment donné, pareil, dans le livre Profession Coach, j'ai beaucoup aimé, écrit par des coachs pour des coachs, il dit que souvent, les coachs, on se prend trop pour des cols blancs alors qu'on est des cols bleus. Les cols bleus, c'est quoi? Tu es sur le terrain, tu n'es pas content, tu n'es pas dans le bon état émotionnel. Bon, ton garagiste, tu ne lui demandes pas d'être de bonne humeur pour te réparer ta voiture, tu vois. Et lui, il ne va pas voir son patron en disant oh, aujourd'hui, je ne suis pas de bonne humeur, là, ce boulon, je ne vais peut-être pas le mettre, tu vois. Alors que le coach, il est peut-être un peu trop là-dedans. Il est en mode oh, ouais, j'ai pas envie, là, je ne le sens pas, je ne suis pas aligné, j'y vais pas. Ouais, bah, quelquefois, faut quand même y aller. Faut quand même y aller. C'est pour ça que je dirais 50%. Mais en réalité, la vraie réponse, tu le sais, puis même si tu me posais la question, hein, c'est que le mindset, il est partout. Je me suis rendu compte récemment, c'est assez récent, que même dans mes problèmes d'organisation, de structuration, que j'accusais parfois mon TDA, hein, mon trouble du déficit de l'attention, et mes habitudes de l'enfance, tu vois. Même ça, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un travail mindset à faire. Si j'ai peut-être un petit exemple, je parlais de ça avec une cliente ce matin. C'est marrant parce qu'elle avait un problème que moi-même j'ai et que je n'ai pas totalement résolu parce que je ne suis pas son mentor, je ne suis pas son maître, je suis juste son coach. Elle me disait qu'elle avait du mal à anticiper et moi, j'ai du mal à planifier. Moi, je fais un peu les trucs à l'arrache. Et avant, je croyais que c'était juste, j'ai fait quelques tests de personnalité qui m'ont dit que j'étais comme ça et puis c'est tout et puis je suis un peu TDA. En fait, je me suis rendu compte que
c'était parfois un manque d'ambition. Je ne croyais pas suffisamment en moi pour anticiper. En mode, oh, tu veux sortir un livre? Bon, on verra ça plus tard. Je suis mal organisé, je n'arrive pas à planifier. Mais en réalité, c'est parce que j'y crois pas pleinement. J'ai pas assez confiance en moi. Je pense pas que je mérite d'être. J'ai peur de briller. J'ai peur que mon entourage se dise pour qui il se prend lui à sortir des livres. J'ai peur de quand je vais sortir mon livre, il n'y a que 15 personnes qui l'achètent, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que même dans des trucs de structuration, d'anticipation, de planification, d'organisation au quotidien, bah, c'est du mindset. Peut-être un dernier exemple, j'en discutais avec Marélie, qui est le bras droit de l'équipe. Je lui disais, quand, quand tu charges une vidéo et qu'il faut attendre une minute, qu'est-ce que tu fais, toi? Parce que moi, d'habitude, une minute, c'est long, je ne veux pas perdre cette minute, donc je fais autre chose. Mais du coup, après, j'oublie de revenir dessus, je manque des trucs. Et vous faites quoi? Quand vous avez une vidéo d'une minute qui charge, vous attendez ou vous faites autre chose? Moi, j'attends. 1 minute, moi j'attends. Après, quand c'est plus longtemps, je fais autre chose. 3 minutes, vous attendez ou pas? Ah, je fais autre chose encore à côté, moi. Oh, moi, je crois que j'attends. Bah, justement, c'est passionnant, tu vois, parce que Marélie aussi me disait qu'elle attendait et que limite, elle se levait peut-être pour juste prendre l'air, mais elle ne commence pas une autre tâche. Et moi, j'étais en mode, bah non, moi, je commence une autre tâche, il ne faut pas perdre de temps. Et en fait, je me suis rendu compte, mais vraiment littéralement ce matin, hein, qu'en fait, ça, c'était des habitudes de quand j'étais serveur au restaurant et quand je travaillais au McDo, où là, littéralement, tu peux pas, il y a toujours un truc à faire. Tu ne peux pas juste attendre que le client lève la main et dise j'ai fini, tu vois, il faut que tu anticipes. Et en fait, j'ai ramené ça dans mon business et aujourd'hui, dès que j'ai 30 secondes d'attente, je fais autre chose. 30 secondes. Et en fait, c'est du mindset dans le sens où je n'ai pas conscientisé que j'ai ramené dans mon présent des mauvaises habitudes du passé ou des habitudes qui n'avaient rien à voir avec aujourd'hui et que j'avais des croyances limitantes qui est que attendre, c'est pas bien. Attendre, c'est être paresseux. Attendre, c'est être fainéant. Attendre, c'est ne pas être proactif. Et ça, c'est vrai quand tu es serveur, mais pas quand tu es entrepreneur web et qu'il y a 30 secondes de chargement et que tu ouvres 28 onglets et que tu t'y retrouves plus et que tu oublies des tâches, quoi. Voilà, donc tout ça pour vous dire que de toute façon, tout est mindset quand même, je pense. Ouais. Moi, j'avais une toute petite question rapide par rapport à toi, quand tu étais plus jeune. Quel conseil tu donnerais au Lingen qui se lance dans l'entrepreneuriat? Si tu pouvais aller là-bas, lui dire 4 trucs et repartir, qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil ou comme truc pour vraiment qu'il puisse avoir un Ouais. truc un peu différent? Ça, c'est Ouais. en quelques phrases, quoi, rapidement. Ah, j'aime beaucoup cette question. Je pense que le truc que je lui dirais qui est le plus challengeant, c'est accepte de de contraindre un peu ta liberté aujourd'hui pour pouvoir en profiter mieux demain. Et je pense que c'est des trucs que j'ai entendus de la part de ma famille, mais qui étaient tellement extrêmes que j'ai refusé ce discours. Mon frère, c'était littéralement, moi, je vais me faire un max d'argent possible avec mes restaurants et je prends ma retraite à 40 ans. Je vous laisse deviner si aujourd'hui, maintenant qu'il a 50 ans, est-ce qu'il a pris sa retraite? Non, non pas qu'il ne peut pas le faire financièrement, c'est juste que personne n'a envie de prendre sa retraite à 40 ans ou au bout de 1 ou 2 ans, tu t'ennuies de toute façon. Donc, quand il m'a dit ça, j'étais en mode ah no way, moi je veux profiter de ma life tous les jours, je vais pas commencer à sacrifier mon présent pour mon lendemain. Mais je pense que à ce moment-là, euh, il y a plein de décisions. Par exemple, si vous avez 3 idées de business, qui suis-je pour vous dire ne les faites pas, tu vois, si vous avez envie. Le problème, c'est que moi, je croyais que c'était 2 extrêmes. C'est soit tu es quelqu'un de focus et toute ta vie, tu fais qu'un truc, ou soit tu es éparpillé et tu fais un peu de tout. Et moi, je ne voulais pas renoncer à d'autres choses que j'aimais. Je voulais faire plein de choses en même temps. Et ce que j'ai compris avec le temps, c'est que tu peux tout faire dans ta vie. Tu vois, il y a un gars qui s'appelle Elon Musk, qui n'est pas forcément quelqu'un que j'admire, mais le gars, il a fait 10 000 trucs différents et il les a fait bien. Ben, en fait, on peut faire pareil. C'est juste qu'il faut accepter de remettre, d'avoir une gratification différée dans le temps. Tu vois, plutôt que de tout vouloir tout de suite. Et donc, ouais, ça, je pense que c'est l'un des plus gros conseils que je me donnerais, qui est
accepte de sacrifier un petit peu ton quotidien pour investir sur le futur. Et puis, le deuxième, parce que c'est ce en quoi je crois, c'est fais-toi coacher, quoi. Arrête de regarder des formations. Fais-toi coacher et aie l'humilité de travailler sur tes croyances et ton mode de fonctionnement actuel parce que ce n'est pas ça qui t'amènera très loin. Et c'est en changeant de paradigme, de mindset qu'on peut changer les choses. Et ça, pour moi, il n'y a rien de mieux que le coaching pour travailler notre mindset. Ouais. Super. Et du coup, comment on sait ce que c'est que ce très loin qu'on veut pour nous? Parce que là, tu dis on ne peut pas aller très loin et tout ça, mais du coup, comment on sait qu'on est sur le chemin de notre très loin à nous? On ne fait pas fausse route. Ouais, ça, c'est pas facile comme question. Bah, déjà, par votre entourage, un peu. Alors, il y a entourage et entourage, hein. Il y a l'entourage qui te parle et qui te donne des conseils, mais en fait, elle est en train de se parler à elle-même, quoi. La personne est en train de se parler à elle-même. Mais je crois qu'il y a ça, c'est est-ce que autour de toi, les gens reconnaissent en toi des qualités quand tu as pris un minimum de temps pour les exprimer? Il y a ça. Je pense qu'il y a l'enthousiasme et la persévérance et la résilience. Tu vois, moi, il y a plein de trucs dans ma vie où je ne suis pas du tout persévérant, pas du tout résilient. Et d'ailleurs, il y a quelquefois, on me dit, Lingen, tu es organisé, tu es persévérant. Je dis, c'est sûr que tu me parles à moi là? En fait, le business et le coaching m'intéressent tellement que je suis hyper résilient, hyper persévérant et c'est genre naturel pour moi. Donc ça, je pense qu'il y a ça aussi, d'être persévérant, résilient, mais dans l'enthousiasme. Tu vois, ça ne veut pas dire que parfois dans ta vie, il n'y a pas des moments down, mais d'une manière générale, en moyenne, malgré les difficultés, tu es quand même enthousiaste. Là, c'est quand même plutôt un bon signe. Et peut-être le dernier bon signe, c'est que quand tu es dans l'action, donc ça implique qu'il faut être dans l'action, sur le moyen et long terme, il y a des résultats. Mais j'entends quand tu es dans les bonnes actions, pas quand tu es dans des actions périphériques, tu vois. Genre, tu ne peux pas faire une vidéo par jour tous les jours sur ta chaîne YouTube et ne pas avoir 1000 abonnés à la fin de l'année, quoi. Mais je ne te dis pas, oui, si, je travaille sur ma chaîne YouTube, je publie une vidéo par mois, mais par contre, j'ai mis 15 heures à faire le montage. Non, tu vois, je te parle de vraiment action, action. Tu ne peux pas tu peux pas courir tous les jours et à un moment donné, ne pas avoir d'endurance, tu vois. C'est plus ça que je veux dire. Donc voilà, c'est un peu la réponse que je te donnerai à ta question. Et puis peut-être la dernière chose, et qui là, ça ne s'explique pas, il y a quelque chose de spirituel, il y a quelque chose de plus profond, plus loin, quelque chose que tu peux même pas mettre des mots dessus, tu vois. En mode, si je meurs, je veux qu'on se souvienne de ça, de moi. Ça, c'est pas rationnel pour moi. Ouais. Merci. Tu voulais qu'on parle un petit peu de l'Alsace, là, c'est ça? On va revenir au sujet. Ouais. C'est vrai que Ouais. C'est tellement intéressant. on voulait t'interroger sur ça, parce que quand même, du coup, toi, tu as surtout été parisien dans ta vie, si on ne dit pas de bêtises, Ouais, à part c'est ça. avec… voilà. Et là, vous avez fait le choix, du coup, avec ta femme, et j'allais dire ta fille, mais peut-être est-ce qu'elle a eu son mot à dire, je ne sais pas. Ouais. de partir en province et du coup en Alsace, parce que si je ne dis pas de bêtises, Marina est Ouais, alsacienne. c'est ça. Moi, déjà, ce qui m'intéresse, c'est quand on prend une décision comme ça, alors quand on est chef d'entreprise à Paris, est-ce qu'il n'y a pas quand même un effet, un syndrome de FOMO, tu sais, Fear of Missing Out, c'est ça? Ouais. De Par se rapport dire, à quoi? le fait de pas être là où tout se passe, quoi. Parce que Ah, quelque part, la province, nous, on peut en témoigner un peu. Là, on est un petit peu perdu dans la campagne, quoi. C'est ouais. quand même un sacré choix. Donc, nous, on l'a fait à une époque particulière dans notre vie. Et toi, c'est autre chose. Tu as déjà lancé, tu as déjà une entreprise qui tourne et tout. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, du coup, pour Ouais, faire ce écoute, choix? merci pour la question.
En réalité, pour moi, c'est un peu plus simple. Donc, je vais peut-être essayer d'ouvrir la question en apportant un peu plus de valeur aux gens. Moi, ça a été très simple. Moi, c'est très simple. Euh, Mon épouse ne voulait pas être à Paris. Elle est restée à Paris parce que moi, je voulais rester avec mon neveu. Du coup, elle aussi voulait rester avec mon neveu parce qu'il est en famille d'accueil. Et si on n'est pas là, ben, c'était compliqué. Donc maintenant, il a 17, bientôt 18 ans. Donc, il est grand, il peut faire des allers-retours en Alsace. Donc, moi, la valeur famille est hyper importante. S'il n'y avait pas mon neveu, je serais déjà allé en Alsace pour deux raisons. La première, parce que mon épouse aurait été plus heureuse. Donc, ça m'importe un peu qu'elle soit heureuse. D'ailleurs, en anglais, même pas juste pour elle, en anglais, on dit happy wife, happy life. Genre, si ta femme, elle est heureuse, t'es heureux. Moi, j'y crois pas mal. Donc, pour moi, valeur famille hyper importante. Ma femme veut y aller. Donc, voilà, moi, j'ai plus tellement d'attaches, à part mon neveu, mais là, on est resté. Et maintenant qu'il est grand, on peut y aller. Première chose et deuxième chose, c'est pas la chance, c'est que j'ai construit mon business 100% sur le web, en fait. Aujourd'hui, même quand je fais du présentiel, vous le savez très bien, je me permets de le faire en Alsace, tu vois. D'ailleurs, j'emménage dans la ville où vous avez participé à l'immersion. J'emménage à Aubervilliers. Ah, info en Euh, exclu. voilà. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, avec le web, euh, on peut vraiment travailler de n'importe où. Maintenant, ce qui est intéressant dans ta question, c'est la partie entourage, la partie mindset. Est-ce que d'être dans un endroit où il y a juste des oiseaux qui chantent plutôt que l'effervescence de Paris, ça joue ou pas? Bah moi, tu vois, vous le savez, je fais partie d'un mastermind et puis avec les clients, on fait ça aussi. Bah pour moi, je suis pas à la campagne parce que toutes les semaines, je suis avec des gens et ce qui m'importe, c'est pas tellement, parce que finalement, ce qui nous importe en étant à Paris, c'est pas tellement Paris, c'est les gens. Ben, moi, je peux vous dire que j'ai sur mon écran d'ordinateur des gens 10 000 fois plus intéressants que des Parisiens, 10 000 fois plus inspirants et encourageants que des piétons à Paris, tu vois. Donc ça, c'est ce que je peux te dire aussi. Et puis, bon, il y a une autre info que je ne peux pas vous donner, mais je vous la donnerai plus tard parce que ça me concerne pas que moi. Et peut-être la dernière chose que je peux vous dire, c'est bah, depuis que je suis papa, pour moi, savoir que ma fille, elle est heureuse. Alors, on n'emménage pas encore dans une maison, mais on s'en rapproche, tu vois. Un grand balcon, plus de nature. Bah, moi, ça me met en joie, ça me donne de l'énergie. C'est mon moteur aujourd'hui aussi, ma famille et ma fille. Donc, il y a ça. Et puis, d'un point de vue purement égoïste, euh, moi, la ville, ça m'intéresse plus trop. J'ai toujours vécu à Paris. Ouais, maintenant, j'aime un peu plus la nature. Et je pense que même, on peut peut-être vivre même des relations humaines un peu plus proches aussi à travers avec les gens. Donc ça m'intéresse. Donc, pour toutes celles et ceux qui se posent la question, en tout cas, bah, si jamais vous lancez un business, lancez-le surtout sur le web. Et puis, ouais, privilégiez ce qui vous rend heureux. Moi, c'est la famille. Donc, la famille est heureuse. Tu vois, si demain, il fallait aller en Alaska pour rendre ma famille heureuse, je le ferais quand même. D'accord, donc tu te permets de dire ça parce que notamment, du coup, tu es bien entouré par le fait que tu te fasses coacher, que tu as un groupe, etc. Ça, c'est vraiment important quand tu décides de t'isoler géographiquement parce que si quelqu'un décide de monter son entreprise à distance, par exemple, et qui va s'isoler dans la campagne et tout, et qu'il n'est pas bien entouré, c'est là où il peut y avoir du coup des risques d'isolement et Ah ouais, voilà, ouais, non, je pense qu'il faut se faire entourer. Il faut se faire entourer. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes là. Faites-vous accompagner par des coachs, par des gens comme Sébastien et Manon. Jim Rohn dit qu'on est à moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Je pense qu'on peut être bien plus heureux, bien entouré dans une campagne profonde avec des gens bienveillants que juste être en présentiel à Paris. Et puis, Paris, c'est peut-être pas le meilleur exemple en plus. Mhm. Maintenant, si on peut avoir les deux, c'est quand même mieux, tu vois. Mais souvent, les coachs disent, je préfère coacher en présentiel, je préfère être. Moi aussi, dans l'absolu, je préfère être en présentiel, mais je préfère être en distanciel avec des gens qui m'inspirent, travailler avec des gens avec qui ça se passe hyper bien, que d'être en présentiel avec des gens pas inspirants, tu vois. Et s'il faut que je travaille à Paris pour me rapprocher de gens inspirants, non, en fait, ça me fatigue. Je pense que je ne lancerai même pas mon business. Si aujourd'hui tu me forçais à être, je pense, j'essaie de me challenger.
Si tu me dis, Lingen, soit tu es entrepreneur toute ta vie et tu es à Paris, ou soit tu vis où tu veux et tu es salarié, je pense que je serais même prêt à abandonner l'entrepreneuriat si ça me permet de vivre une vie plus alignée avec moi-même. Et moi, en fait, ce n'est pas l'entrepreneuriat pour l'entrepreneuriat qui m'en heureux. C'est ma famille, c'est ma foi, c'est ouais, peut-être un niveau très basique, c'est mes loisirs, c'est de contribuer et de contribuer et d'être créatif. Et tout ça, tu n'es pas obligé de le faire avec l'entrepreneuriat, c'est juste que c'est quand même beaucoup plus facile. Donc, si tu me dis, tu as tout ça, mais il faut quoi? Tu as tout ça sauf le fait que bah, tu es bloqué dans une ville où tu n'as pas envie d'être. Non, je pense que ça ne m'intéresserait pas. Ça me fait penser à quelque chose que tu m'as dit tout à l'heure, parce que je me disais, moi, j'aimerais bien apporter à Lingen cette comparaison entre développement personnel et relations amoureuses. Et je pense qu'on pourra peut-être même finir là-dessus. Et en fait, tout ce que tu dis là sur pourquoi ton choix a été facile, moi, ce que je ressens, c'est parce que tu sais beaucoup de choses sur toi-même. Donc, c'est facile pour toi parce que c'est connecté à tes valeurs que tu connais, à ce que tu aimes, etc. Donc, je vais laisser la réflexion à laquelle je crois, et j'aimerais bien que tu me donnes ton avis dessus, c'est que donc, le développement personnel, c'est un peu comme une relation amoureuse. C'est-à-dire que quand tu rencontres quelqu'un, si tu ne la connais pas, tu ne lui parles pas, tu n'apprends pas à la connaître, tu ne peux pas l'aimer. Enfin, il peut y avoir des exceptions, mais voilà, on va dire que disons que si tu n'apprends pas à connaître la personne, c'est difficile d'aimer. Et je me dis que c'est pareil dans le développement personnel pour nous. Si tu n'apprends pas à te connaître, à te parler, à te développer, etc., à te rencontrer, etc., comment tu peux du coup t'aimer et avancer par rapport à ça? Donc moi, c'est quelque chose dans lequel je crois. J'aimerais bien savoir un peu ce que tu penses de ça, du coup. Bah ouais, carrément. Encore une fois, disons que si tu ne sais pas ce qui te rend heureux, ce qui te rend épanoui, tu ne peux pas activer ces leviers et appuyer sur ces boutons pour être plus heureux et plus épanoui. Le truc, c'est qu'on ne t'apprend pas à l'école ou tes parents, quoi, sauf si vous avez des super parents, hein, à vous introspecter. On vit notre vie comme ça, on avance, et puis bah, c'est quoi être heureux, avoir une maison, être comme les autres, et puis souvent, c'est la comparaison en fait. Tiens, lui a une grande maison et il a le sourire, bah, a priori, une grande maison égale le bonheur. Tu vois. Ah, lui, dans la pub, là, c'est un gars, il est entouré de plein de filles. Si tu achètes ce parfum, a priori, ça. Et en fait, du coup, on ne se connecte pas à qui on est. Et d'où l'importance, voilà, de coach comme vous. Encore une fois, n'hésite pas à travailler avec des coachs et avec Manon et Sébastien, parce qu'en fait, ce travail-là, on ne le fait pas si on est honnête. Qui prend 1 heure toutes les semaines à se poser des questions? Tiens, c'est quoi ma météo émotionnelle? Qu'est-ce qui m'a rendu heureux aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a pas rendu heureux? Est-ce que j'ai des peurs? J'ai des croyances limitantes? Si on le faisait tous, on n'aurait pas besoin de coach, mais on le fera jamais, tous, toutes les semaines. Donc, ouais, tu as totalement raison. Pour être heureux, on a besoin de se connaître, de comprendre qu'est-ce qui nous rend heureux. Et pour ça, si on n'est pas capable de le découvrir seul, il faut se faire accompagner. Super, super fin, en tout cas. C'est marrant que c'est arrivé à là, ce que tu me disais tout à l'heure. Ouais. De toute façon, nous, on partagera tes liens, t'es archi facile à retrouver avec ton nom et tout, on ne se fait pas de soucis. Ce qu'on voulait savoir, c'est si tu avais eu une envie de partager une actualité particulière ou si tu voulais dire quelque chose. Une impression, un mot de la fin, quelque chose. Ouais. Puis les deux, tu peux faire tout d'ailleurs. On est sympa. Bah écoute, c'est une exclue que même mon équipe n'est pas au courant, mais je pars du principe qu'on n'est pas en live. Du coup, quand vous allez publier, je l'aurais dit avant. Oui. Donc, chronologiquement, ils seront quand même au courant avant. Voilà, si jamais il y a des gens qui sont intéressés par le coaching, donc déjà, faites-vous coacher. Est-ce qu'on peut devenir coach et être un bon coach sans se faire coacher? Je ne sais pas. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir Manon et Sébastien que je recommande vivement. On va pas lancer une école de coaching parce que ce n'est pas ma vision, ce n'est pas mon envie, ce n'est pas totalement mon expertise ou disons que j'en ai d'autres. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés par le coaching après avoir écouté cette interview et qui veulent développer un business et en étant formés un minimum au coaching, on va lancer un stage de formation sur comment développer sa pratique de coaching, comment
apprendre à coacher à partir de zéro, même si je vous ai dit que on ne devient pas coach, on l'est déjà. Donc, si vous sentez que vous êtes déjà et que vous avez besoin d'un coup de pouce, de quelques outils, de quelques réflexions, d'un peu de partage d'expérience pour vraiment le devenir, n'hésitez pas à prendre contact avec moi parce qu'on lance ça à partir de la rentrée. Bravo pour ce Super, quelle projet. excuse. Super, ouais. N'hésitez pas en tout cas, ça va être génial, c'est sûr. Ouais. En tout cas, on voulait te redire un grand merci de nous avoir accordé ce temps. Et puis aussi, on voulait dire à nos auditeurs qui sont toujours plus nombreux on adore ce format-là des interviews de la parole aux audacieux. Donc, on continue, on va en sortir régulièrement. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les suivantes. Et encore merci, Lindiane. Ouais, très précieux, merci. Vous êtes géniaux, merci pour l'invitation. J'ai pris énormément de plaisir, j'ai même pas vu le temps passer. Pareil. Bon, du coup, merci Liliane. Et puis, au Salut. revoir. Salut. Ciao.